bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau vendredi de la recherche. Donc aujourd'hui, je reçois un nouveau maître de conférence à l'Université de Nîmes. Alors, ça va être un vendredi de la recherche un peu spécial parce que c'est un enseignant-chercheur que je vais découvrir avec vous. Je vais découvrir ses activités avec vous, puisque c'est Benjamin Liedos qui Oui. est à l'Université de Nîmes depuis le mois de septembre, c'est ça ? Tout à fait, oui. Donc merci Benjamin de participer à cette émission. En étant tout nouveau à l'université, ça va nous permettre un peu de découvrir tes recherches. Tu es maître de conférence dans l'équipe MIPA, c'est ça ? C'est ça, je suis dans le laboratoire MIPA, je suis arrivé c'est ça, en septembre, donc tout nouvel arrivant dans l'équipe MIPA, qui est donc une équipe pluridisciplinaire où on a donc le M pour mathématiques, le I pour informatique, le P pour physique et le A pour application, pour dire qu'on cherche à faire des sciences plutôt appliquées que complètement abstraites ou théoriques ou complètement obscures. D'accord, alors on va voir ça plus en détail tout à l'heure. Alors maintenant, je vais te demander de nous dire un petit peu qui tu es et ce que tu fais. Donc tu es, donc je disais, maître de conférence dans l'équipe MIPA en mathématiques. Et explique-nous un petit peu d'où est-ce que tu viens et comment tu es devenu, quel parcours universitaire tu as suivi donc, pour arriver à l'Université de Nîmes. Alors moi, j'ai fait principalement mes études à Toulouse, à l'université Paul Sabatier, donc l'université Toulouse 3, l'université des sciences de Toulouse, où j'ai fait donc, un parcours licence, master, 2 masters différents et un doctorat. Deux masters différents ? Enfin, 2 M2 différents, un master D'accord. plus orienté enseignement, Ouais. c'est l'agrégation, ce genre de choses, Ah oui. l'enseignement en lycée par exemple, et un autre master orienté recherche qui a donc lui pour déboucher une thèse de 3 ans. J'étais en thèse entre 2020 et 2023. Alors ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qui a fait que tu es passé de ce master d'enseignement qui dédié plus à l'enseignement pour passer ensuite à décider de plus t'orienter vers la recherche ? Alors en fait, le M2 enseignement, dans tous les cas, je voulais faire de la recherche quand même. C'est une idée, une démarche de faire de la recherche, donc de faire une thèse, pas le choix. Et tu t'étais dit peut-être que ça sera pratique matériellement de passer par l'enseignement ? Déjà, c'est bien vu d'avoir une ligne en plus sur le CV, plus ça nous forme un peu à enseigner, qui est une partie du métier d'enseignant-chercheur. Et en plus, ça permet cette année-là de révision pour les enseignements, de bien mettre tout à plat, toutes les connaissances, un spectre un peu large des mathématiques sur tous les différents domaines, pour après se spécialiser plus tard en M2 recherche et après en thèse, donc sur des domaines un peu plus étroits où on va vraiment dans une seule direction. D'accord. Et donc, dans quel domaine de recherche tu t'es orienté à partir du doctorat ? Alors, justement, à partir de mon doctorat, donc, je suis dans le même domaine de recherche que mes 2 collègues en mathématiques, Jean-Philippe et Omar. Donc, on travaille dans le domaine du calcul des variations. D'accord. Donc, c'est un nom qui veut dire, en fait, finalement, on considère des problèmes de minimisation. Ça, c'est des choses qui peuvent être très concrètes. On croise régulièrement des problèmes de minimisation dans la vie de tous les jours, des entreprises qui veulent minimiser le coût de leurs produits pour maximiser leur marge, ou ce genre de choses. Google qui veut minimiser le temps d'apparition des résultats dans son moteur de recherche. Enfin, il existe plein de problèmes de minimisation qui apparaissent comme ça, plein de domaines divers et variés. Et donc, le domaine du calcul des variations, qui est donc mon domaine, c'est un domaine où on se pose des questions sur quelle fonction, quelle forme va minimiser une certaine énergie, une certaine contrainte, ce genre de choses. Par exemple, moi, mon domaine particulier, ça serait plutôt d'étudier des problèmes sur des feuilles minces. Les feuilles minces. Des feuilles minces. Ça, donc, une feuille en général, c'est mince, donc c'est vraiment, c'est vraiment l'idée de quelque chose de très fin, disons, quelque chose qui est en 2 dimensions, une feuille A4, et de voir ce qui se passe si on la tord, si elle subit une force, si on la déchire, comment se propage la fracture, comment ça se plie, est-ce que ça se casse en 1000 morceaux ou pas. Enfin, il y a des problèmes comme ça qui apparaissent dans divers domaines. Par exemple, tout simple, le pare-choc d'une voiture, c'est une structure mince, c'est une feuille mince, c'est quelque chose qui... Et c'est intéressant quand même de savoir si le pare-choc de la voiture, en cas de choc, comment il va se déformer, est-ce qu'il va se plier en deux, est-ce qu'il se tord de la bonne manière, pour éviter des accidents, enfin, pour protéger en cas d'accident, ce genre de choses. D'accord. Et pour revenir à ta thèse, le sujet de ta thèse, qu'est-ce que c'était alors, parce que j'imagine que que le calcul de variation, c'est beaucoup de domaines différents. Ça s'applique à beaucoup de domaines différents. C'est quand même un domaine très large. C'est de la recherche appliquée. Et donc c'était la recherche, pas vraiment appliquée. En fait, on cherchait vraiment la théorie derrière ça, c'est-à-dire j'ai un problème de minimisation, j'ai un pare-choc qui doit se tordre, enfin n'importe quoi de très abstrait.
j'aimerais bien savoir, est-ce qu'il n'y a qu'une seule manière de le tordre? Si oui, comment ça se passe? Est-ce que ça se tord bien? Est-ce que c'est assez régulier ou est-ce que ça explose en mille morceaux? Est-ce que j'ai des symétries qui apparaissent dans la fracture? Ce genre de choses. Finalement, mon sujet de thèse, c'est un peu plus abstrait que ça, mais l'idée, c'était ça, c'est d'essayer de prouver qu'il y a une unique manière de déformer mon objet. Et la théoriser, en fait. C'est ça. Ah oui. Donc ça amène des équations, des problèmes, des intégrales, des dérivés, ce genre de choses. Et alors concrètement, parce que là, on est là pour découvrir un petit peu comment travaillent les chercheurs, comment on fait de la recherche en mathématiques? Par exemple, dans ton doctorat, pendant ton doctorat, comment tu travaillais? Est-ce que tu faisais du calcul tout le temps, ou tout seul, ou avec d'autres personnes, ou comment ça se passait? Alors il y a probablement une manière de travailler par chercheur, chacun a un peu sa manière, mais les choses classiques, donc par exemple quand j'étais en doctorat où je continue d'appliquer un peu la même méthode, ça change un peu, mais donc il y a toujours une partie où on a un peu d'enseignement qui nous prend un peu de temps, qu'on essaye de préparer, essayer de faire ça sérieusement, de préparer les cours, corriger des copies, ce genre de choses. Ah oui, parce que tu faisais des enseignements pendant ta thèse aussi. Donc ça, on s'organise pour essayer de ne pas perdre trop de temps et d'énergie dessus, même s'il faut le faire obligé, c'est quand même notre métier d'enseigner. Et après, pour la partie recherche, eh bien, par exemple en thèse, on a un directeur de thèse, logiquement, qui nous supervise un peu, avec qui on peut avoir des discussions, des échanges. C'est un interlocuteur privilégié finalement pour... On a un problème qu'on s'est fixé ensemble à la base, on veut travailler dans cette direction-là, et ben on réfléchit, principalement le doctorant et lui un peu de son côté, le directeur, mais principalement le doctorant qui réfléchit, qui fait des calculs, résout des équations, lit des articles, lit des livres pour essayer de trouver des informations, pour avancer petit à petit, pour résoudre ces problèmes, tout en rencontrant donc régulièrement le directeur pour échanger, pour dire là je suis bloqué, là j'arrive pas à avancer, est-ce que toi tu as une idée, ou là j'ai fini ça, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Donc, tout ce genre de discussion qu'on peut avoir avec un directeur de thèse, en fait c'est pas forcément des discussions qu'on peut avoir qu'avec un directeur de thèse, on peut l'avoir avec d'autres collègues, d'autres doctorants, d'autres chercheurs. Donc, ce qui se passe quand par exemple on passe après la thèse en post-doctorat, donc on n'a plus de directeur de thèse, on est un peu plus indépendant, et au fur et à mesure, plus on progresse dans la recherche, plus on devient indépendant. Ça ne veut pas dire qu'on travaille avec personne, ça veut dire juste qu'on essaie de travailler de manière autonome et d'échanger avec des gens qui sont plus forcément nos directeurs supérieurs ou quoi que ce soit, ce serait des collègues avec qui on a travaillé dans des sujets un peu communs, qui sont un peu différents quand même. On voit que ça se recoupe à un endroit, donc on aimerait bien travailler avec eux dessus, donc on propose, on regarde est-ce qu'on peut travailler avec, résoudre tel problème avec la méthode d'un autre, etc. Aussi au fur et à mesure d'avancer. Donc faisant des échanges, mais il y a quand même une grosse partie de travail. Travailler seul, il faut savoir travailler seul pour après pouvoir justement collaborer avec d'autres, puis rédiger ce qu'on a fait, ou pas rédiger si ça n'a pas marché, ça arrive, ça ne marche pas, pour rédiger donc des articles, des preuves de théorèmes, pour après soumettre des articles, participer à des conférences pour exposer les résultats à d'autres chercheurs qui peuvent eux-mêmes après avoir des idées sur ce résultat-là, qui vont leur servir ou qui vont vouloir échanger avec toi, etc. C'est un peu et donc ça. Le résultat de ta thèse de doctorat elle-même, c'est une contribution à la théorisation mathématique, c'est ça? C'est ça le résultat? C'est ça. Donc, dans ma thèse, j'ai prouvé plusieurs résultats, plusieurs théorèmes. Donc, gros résultat en maths, on appelle ça un théorème, c'est pas forcément un théorème de Pythagore ou ce genre de choses. Alors, j'ai prouvé quelques résultats, oui, effectivement, dans mon domaine. D'accord. Et qui sont utilisés Bon, vu qu'ils sont récents, c'est pas facile de voir quelles peuvent être les applications directes. Alors, on va passer justement à la deuxième rubrique, parce que là, on arrive directement sur la question de à quoi ça sert, en fait, ce que tu fais. Donc, comment vont être utilisés ces résultats de tes recherches donc. Alors, ils peuvent être utilisés de plusieurs manières. Déjà, ils peuvent être utilisés par des chercheurs, par moi ou d'autres collègues. Oui, ça c'est le partage, oui. Chacun se nourrit petit à petit. Des recherches des autres. En fait, en général, dès qu'on trouve un résultat, dès qu'on prouve quelque chose dans un article, dans un papier, on a plein de questions qui arrivent après en se disant si je faisais ça à la place de ça, ou si je change telle méthode, ou est-ce que je peux généraliser ça. Donc, toujours dans une approche théorique, toujours des moyens de progresser là-dedans. Et après, donc, il y a certains résultats qui peuvent arriver donc sur des maths plus appliquées. Ou, je sais pas, peut-être qu'un jour, un physicien va se dire « Ah oui, ça m'intéresse ce résultat-là parce que j'en ai besoin pour mon problème à moi, ça peut me servir, ou ça ressemble à ce que j'ai, donc on va dire que ça peut me servir. » Donc, au fur et à mesure, ça peut arriver donc, dans des sciences un peu plus appliquées que les maths. Soit, bon, dans mon cas, ce serait plutôt de la physique, mais il y en a d'autres, ça va être de la chimie, des maths appliquées à la biologie,
de l'intelligence artificielle, évidemment, donc l'informatique, etc. Donc, plein de Du coup, domaines. tu peux être contacté par exemple par un maître de conférence ou un chercheur en physique qui va te demander des détails sur ce que tu as mené comme travaux pendant ta thèse et comment tu l'as fait, etc. Et qui peut faire une collaboration avec toi pour un projet ou sur un axe que lui, il a comme objectif. Voilà, c'est comme ça que ça peut... Ça peut arriver. En réalité, c'est quand même assez rare, on va pas se Ah, mentir. Ça d'accord. reste quand même, ce qu'on fait en maths, ça reste quand même un nuage assez théorique, ce que je fais moi en tout cas. Bon, petit à petit, avec le temps, il faudrait que je vois, j'ai pas encore assez de recul pour ça, mais peut-être qu'un jour, ça servira. Oui, parce que je Enfin, crois qu'on n'a pas précisé, mais tu es nouveau maître de conférence on en avait fait. précisé au début que j'étais arrivé en septembre, mais c'était donc mon premier poste. Premier poste, oui, oui. J'ai que 28 ans, donc je suis jeune. C'est intéressant, mais c'est intéressant pour l'émission d'avoir la vision d'un jeune enseignant-chercheur dont c'est le premier poste, justement, parce qu'elle a mis en perspective de cette vie de chercheur aussi et de toutes les possibilités que ça peut ouvrir en termes d'axes de recherche, de collaboration, etc. Mais de manière générale, en fait, en maths, bien souvent, ce que je fais ou ce qu'on fait de manière générale, on cherche des choses qui sont dans notre domaine d'expertise sans vraiment se préoccuper directement de l'application. Oui, il faut ça pour changer la vie des gens. On cherche des choses, petit à petit, on crée de la connaissance, on trouve des informations, ce qui améliore en fait finalement la connaissance de tout le monde, de tous les scientifiques. Et petit à petit, peut-être qu'un jour, quelqu'un voudra s'en servir exactement pour ça. Il sera bien content d'avoir quelqu'un qui a travaillé avant pour mettre la théorie, le cadre abstrait avant en place, pour lui pouvoir maintenant l'appliquer. Il y a des exemples. Je sais qu'en calcul des variations, notamment, il y a pas mal de gens qui travaillent dans les domaines des cristaux liquides nématiques, c'est-à-dire des cristaux liquides allongés. Ouais. Ils cherchent donc, cristaux liquides qui ont une certaine orientation, donc, qui vérifient une certaine énergie. Donc, ils travaillent dessus pour essayer de regarder ce qui se passe quand on contrôle l'énergie, qu'est-ce qui se passe. Et donc, ça, c'est des applications très concrètes parce que le but, là, c'est de savoir, de prédire l'orientation de cristaux, d'une liste de cristaux liquides, d'une surface de cristaux liquides. Et donc, ça, fait une surface de cristaux liquides. En anglais, ça devient Liquid Crystal Display. Donc, en acronyme, ça donne LCD. Il y a en fait les écrans que vous trouvez sur le téléphone, etc. Savoir si l'écran, comment vont se répartir les couleurs sur l'écran, etc. Finalement, il y a des applications comme ça qui arrivent. Il y a même plein de mathématiciens, par exemple. Ça remonte à quelques années, mais ils sont morts il y a longtemps. Par exemple, Joseph Fourier, qui est mathématicien français, grenoblois, il me semble, donc a travaillé pas mal sur des équations et il a donné son nom à ce qu'on appelle les séries de Fourier. Bon, ça, les séries de Fourier, en fait, chose mathématique qui apparaît de manière très abstraite, c'est une chose qui n'a pas l'air appliquée comme ça, mais en fait, ça sert à transformer des signaux analogiques en numériques et numériques en analogiques, ce qui sert pour toutes les télécommunications, en fait. Donc, oui, d'accord. Par exemple, il a développé une théorie pour lui, c'était plus pour résoudre des équations de diffusion de la chaleur, ce genre de choses, mais qui maintenant servent pour faire fonctionner des téléphones de manière très concrète. Il peut y avoir comme ça des résultats, sauf que lui, il a trouvé ça il y a 200 ans, 250 ans, donc il n'y avait pas de téléphone à l'époque, mais ça sert aujourd'hui pour ce genre de problème. Et est-ce qu'on peut généraliser et dire que la recherche en mathématiques, en fait, qui a l'air très fondamentale, en fait, elle est utilisée de façon appliquée, peut-être par d'autres disciplines, de façon plus appliquée. Et alors parce qu'on a une vision, effectivement, on a une vision des mathématiques comme une discipline très, très fondamentale et très inaccessible de ce fait, puisqu'on a du mal à percevoir les applications. Mais en fait, ce sont des applications qui sont développées dans énormément de domaines et qui s'appuient sur les mathématiques, en fait. C'est ça, donc en fait, oui. La force des mathématiques, finalement, donc les mathématiques, c'est difficile, c'est compliqué, vu que c'est abstrait. Sauf que, en réalité, cette abstraction, ça peut être une force. Parce que si quelqu'un en chimie a un certain problème, quelqu'un en physique a un autre problème, quelqu'un en informatique a un autre problème, et qu'on se rend compte qu'en fait, leurs problèmes, finalement, ce sont plus ou moins les mêmes, si on enlève le détail vraiment très concret de dire moi je veux telle réaction chimique ou le physicien veut avoir telle interaction entre des particules, si on oublie que ce sont des produits chimiques ou des particules et qu'on regarde ça comme des objets abstraits, peut-être qu'en fait c'est le même problème qui est derrière, qui est un problème mathématique. Oui, ils parlent la même langue du ça, coup. En fait, et donc le langage qui va unifier tout ça, ce serait les mathématiques. Un peu un langage qui sert à écrire de la logique. C'est une des forces des mathématiques, pouvoir travailler avec des choses abstraites, donc sans vraiment se restreindre à un cadre très fixé, très fermé, réaction chimique de produits, interaction de particules, ou un algorithme en informatique, ou ce genre de choses. Et ça explique aussi pourquoi il est nécessaire de faire des mathématiques
de façon dans tout le cursus secondaire et à l'université, même dans d'autres cursus qui ne sont pas des cursus de mathématiques. Il y a quand même pas mal de maths, quoi. Ça, en général, tous les scientifiques font des maths, plus ou moins poussées, des maths. Les ingénieurs font des maths, les physiciens font des maths, etc. Donc, tout le monde fait des maths. Mais même pour ceux qui ne font pas des sciences dites dures, ça peut être très utile de faire des maths, rien que pour développer une certaine logique, une certaine manière de penser. Ils peuvent être très utiles, en fait, notamment vu que les mathématiciens aiment bien travailler avec des choses abstraites, traiter des gros volumes de données, d'informations, de choses plutôt compliquées, mais ça sert en fait dans la vie de tous les jours qu'on a des informations à traiter, à analyser, ce qui arrive de plus en plus avec les réseaux sociaux, les chaînes d'information. On est bombardé d'informations dans tous les sens, qui sont parfois par exemple compliquées à vérifier, on ne sait pas trop si c'est vrai ou pas, on a des graphes, des données, des stats qui apparaissent de partout. Et en fait, un mathématicien, et les autres scientifiques aussi, vont arriver de manière générale à mieux voir quels sont les biais qu'il y a derrière. Est-ce que tout est vraiment bien expliqué? Est-ce qu'on nous cache un peu quelque chose? Oui, est-ce qu'en termes de logique, ça tient la route Quand le gouvernement nous dit qu'il a fait telle ou telle chose, ça porte ses fruits, est-ce que c'est vraiment vrai ou est-ce qu'il manipule un peu les graphes pour s'arranger la chose? Quand votre patron vous dit telle ou telle chose, est-ce que c'est forcément vrai ou pas? Ou est-ce que si on regarde un peu, est-ce qu'il y a vraiment une corrélation totale entre ce qu'il vous dit et ce qui devrait être ou pas? Donc en fait, les maths, ça peut ça, servir. c'est le type de raisonnement des mathématiques, en fait. Par exemple, un raisonnement classique, ça serait essayer de différencier, ne pas se tromper entre corrélation et causalité. Donc je donne deux phénomènes qui semblent varier de la même manière. Est-ce que ces deux phénomènes, est-ce que le premier implique le deuxième, qui sont complètement liés, ou est-ce que c'est un peu par hasard, les courbes sont mal tombées et donc ils semblent varier de la même manière. Et donc ça, il y a des statisticiens, donc moi je ne travaille pas dans les statistiques, mais on peut faire des tests pour essayer d'évaluer est-ce que c'est vraiment ça. Ça peut amener à des choses complètement très concrètes. Je sais qu'il y a des gens c'était aux États-Unis, qui étudiaient le taux de criminalité en fonction de plusieurs choses, donc les revenus, la couleur de peau, le genre, ce genre de choses. Donc ils mélangeaient un peu tout et on pouvait voir qu'en fait, plus vous étiez, donc les stats qui sortaient, donc c'était plus vous étiez noir, plus vous aviez un taux de criminalité élevé. Donc si on regarde ça comme ça, on se dit directement, les noirs sont des criminels, c'est horrible, il faut les enfermer. Ce qui est quelque chose de complètement raciste. Mais en réalité, si on analysait mieux les stats, on se rendait compte que c'était pas la couleur de peau qui faisait monter la criminalité, c'était la pauvreté. C'était le fait d'être noir. Augmenter les probabilités d'être pauvre, et en général, les pauvres ont un taux de criminalité plus élevé. Donc si on regarde les stats de manière trop rapide, on peut tomber dans des biais complètement... là, c'était un biais raciste complet. Et donc, en fait, faisant des mathématiques, ou en ayant un niveau... C'était une corrélation et pas une causalité. La couleur de peau et la criminalité montaient de la même manière, mais en fait, c'est parce qu'il y avait la pauvreté qui liait les deux, qui faisait un intermédiaire. Oui, et donc, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir un très haut niveau en mathématiques pour comprendre ce genre de choses, c'est juste faire un peu de maths. Oui, c'est le type de raisonnement mathématique qui peut s'appliquer dans toutes ces situations. Tout à fait. D'accord. Très bien. Alors, on va parler maintenant un petit peu de tes recherches à toi. Alors, actuellement, tu travailles sur quoi? Alors, toujours sur les mêmes choses. Donc, des variations. Toujours en calcul des variations. Donc, où on a des... Par exemple, là, je travaille sur un problème avec des collaborateurs allemands où on essaye d'approcher une membrane, donc encore quelque chose de mince, par des fonctions. Pour ceux qui font un peu de maths, il faut ce que c'est une fonction. Donc, en fait, une membrane, ça serait quelque chose de fixe dans l'espace, une feuille, un tube, quelque chose comme ça. Et on aimerait l'approcher par quelque chose... En fait, pour la membrane, soit vous êtes dans la membrane, soit vous n'y êtes pas finalement. C'est dans l'espace, il y a une membrane quelque part, soit vous y êtes, soit vous n'y êtes pas. Le but, ce serait d'avoir quelque chose d'un peu plus diffus entre. On se rapproche de la membrane et savoir si on est proche ou pas, pour avoir en fait quelque chose d'un peu plus facile à manipuler d'un point de vue numérique, ce genre de choses. Donc je travaille dessus avec des collaborateurs allemands, mais je travaille sur d'autres choses aussi à côté. Donc toujours mes problèmes, en fait, problèmes de thèse qui continuent, qui m'amènent d'autres problèmes sur savoir ce problème d'élasticité de feuilles minces, est-ce que je peux déchirer cette feuille ou pas. Puis là, je parle de feuilles depuis tout à l'heure, mais vu que je suis un mathématicien, je ne me contente pas forcément d'être en dimension 2, c'est-à-dire quelque chose d'une feuille, ça peut être un volume que je déforme, ou quelque chose de dimension 4 ou plus. A priori, dès qu'on passe à la dimension 4, on n'est plus trop dans le concret, là, vraiment.
mais ça peut toujours avoir des intérêts plus tard. Mais ça concrètement, tu le représentes, c'est-à-dire c'est associé avec de l'informatique ou c'est uniquement du calcul en fait que Non, tu fais, ou c'est alors vraiment... il y a aussi une espèce de réalisation, une visualisation, une construction associée. Donc moi, ce que je fais en général, finalement, moi, c'est quasiment que du calcul. Et ce que je fais en général, c'est je considère un problème, et ce problème, on sait qu'en fait, il représente quelque chose de concret, enfin plus ou moins concret. Et donc ce que je fais quand je prouve un résultat, c'est dans l'introduction de mon résultat, je dis on considère ce problème-là, qui apparaît en tant que problème de torsion, d'un pare-choc, enfin n'importe quoi. Il s'écrit dans ma mathématique de telle manière, et après je fais des maths, vraiment des maths. D'accord, ok. Donc ça part mais c'est toujours, c'est ça. Parce que je suis maître de conf en mathématiques, mais en fait je ne suis pas vraiment maître de conf en mathématiques, je suis maître de conf en mathématiques appliquées et application des mathématiques. En fait, il y a deux sections mathématiques. Je sais faire des maths plutôt appliquées, ou qui ont pour origine des problèmes appliqués. Alors qu'il y a une autre section mathématiques, vraiment, où là c'est vraiment des choses très abstraites, a priori, parce qu'il y en a dans le domaine mathématique vraiment pur. Bon, on n'aime pas trop utiliser mathématiques pures, mais il y en a qui cherchent par exemple là-dedans des choses vraiment très abstraites, sur de l'algèbre, des choses. Oui, qui n'est pas en lien ni avec la matière, même moi, j'arrive pas à me représenter ce qu'ils font. Puis il y en a aussi qui travaillent sur les nombres premiers. Ah oui. Et donc ça peut avoir... Ça, par contre, ça a des applications directes sur la cryptographie, ce genre de choses. Les nombres premiers pour faire des codes, des chiffrements plus ou moins sécurisés. Faire plus sécurisé. Donc, en fait, je suis censé, moi, en mathématiques, donc faire des maths qui ont pour origine des problèmes appliqués plutôt à ce que je disais, à la mécanique des solides. On va vouloir déchirer, déformer, étirer. D'accord. Très bien. Ça nous permet un peu mieux de comprendre comment on peut travailler en recherche en mathématiques. On va passer à notre rubrique suivante, avec une rubrique un peu plus légère qui est... ça dépend de l'anecdote, puisque je ne sais pas ce que c'est la surprise. Donc, tu vas nous rapporter une anecdote liée à tes recherches qui va un peu nous éclairer un peu sur la façon dont tu travailles aussi. Oui, alors en fait, ce que j'ai choisi comme anecdote, c'est pas forcément directement lié à ma recherche. Je suis un jeune chercheur, il m'est pas arrivé de trucs extraordinaires en recherche. Ou alors, il peut m'arriver un problème par-ci ou là que je ne peux pas vraiment raconter sur cette chaîne. Mais en fait, ce que j'aimerais bien dire, c'est que je vais revenir à ce que je faisais en master. Ouais. Pas vraiment de la recherche, mais donc en master, le master enseignement que j'avais fait à Toulouse, où j'avais passé donc l'agrégation de mathématiques à la fin de l'année, qui est donc un examen pour enseigner plutôt professeur de mathématiques au lycée, plutôt plusieurs examens pour être prof, le CAPES, donc la plupart des professeurs ont un CAPES, et après il y a un examen un peu plus poussé, donc qui est l'agrégation de mathématiques, pour ce qu'ont aussi les profs de prépa, par exemple, ce genre de choses. Et donc cet examen, ça se passe au long de l'année, il y a 2 écrits de 6 heures de mathématiques à faire, c'est intense, et après à la fin de l'année, il y a 3 oraux, où on présente donc des résultats qu'on a préparés à l'avance. Et donc pour un de ces oraux, qui était le dernier examen de l'année, j'ai réussi quand même, alors que j'ai un doctorat en mathématiques, à me tromper sur une table de multiplication. Ça devait être, je ne sais plus si c'était 9 x 5, ou quelque chose de simple en plus. C'était mon dernier examen de l'année, mais j'ai réussi à me tromper là-dessus. J'ai vu les membres du jury me regarder bizarrement. Je me suis dit que j'avais peut-être fait une bêtise. Ils n'en croyaient pas leurs oreilles non plus. Je pense qu'ils entendent chaque année beaucoup de bêtises dans un oral. Oui, c'est vrai. J'invite tout le monde à essayer de faire une présentation à l'oral. Vu les conditions. Vous enregistrez, regardez ce que vous avez dit après, vous allez voir, on dit en général beaucoup de bêtises. Et donc, je me suis trompé dans la table de multiplication, mais j'ai quand même réussi à avoir mon agrégation de mathématiques tranquillement. Donc, même si vous vous trompez en calcul, ou si vous faites une erreur le jour d'un examen, c'est pas grave. En fait, en général, c'est pas juste une erreur qui va définir si vous avez votre examen ou pas, si vous allez réussir votre carrière ou pas. Mais donc, même les mathématiciens qui ont un doctorat en mathématiques, qui sont maîtres de conf, peuvent se tromper. Bon, d'ailleurs, ça m'arrive de me tromper en TD avec mes élèves. Et en général, là, mes élèves sont très bons pour trouver mes erreurs. Si je fais une erreur de calcul ou quoi, je me suis trompé de signe. Bien, ça maintient la concentration comme ça. Par contre, ils sont souvent moins bons pour trouver leurs propres erreurs. Ah, dommage.
Ça, c'est mon rôle après. Ouais. Alors, je reviens sur un examen de 6 heures de mathématiques. C'est déjà, Oui. ça Eh doit ben, être assez intense. On s'entraîne dans l'année quand même Ah oui. à faire des examens blancs, de 6 heures aussi. Donc. Mais Et là, en licence de maths, là, c'est combien de temps l'examen? C'est combien de... En maths, en général, mais ça reste même jusqu'au master, les gros examens durent 2 heures. D'accord, ah oui. Donc ça n'a rien à voir. Ah oui, ça n'a rien à voir. 6 heures. Ouais, Le 6 pire, heures. c'est pour ceux qui ont un tiers-temps, Ah. qui ont un Ah tiers-temps oui. sur Ah oui, 6 heures en plus. Donc ils ont 2 heures en plus. Ils se font un examen de 8 heures. Jusqu'à 20 heures. C'est ça, donc, ça commence à 9 heures du matin. Donc il y a 2 examens. En plus, il y a 2 examens, il y a 2 écrits différents, 2 jours de suite. Oh, ah oui, d'accord. Oui, c'est... Oui. Donc c'est... Oui, Après, on le voit en plus. Ça prépare un travail intense C'est ça. intellectuellement, ça doit être... C'est vrai que dans ma recherche, ça m'arrive de faire des longues plages horaires de maths à la suite. Donc, maintenant, je suis habitué, mais pour des études donc en master, même en master, faire 6 heures de maths, mais on le voit au niveau de notre productivité sur les 6 heures de l'examen. Ah oui. Au début, ça avance tranquillement. En plus, on commence par les exercices faciles, tout va bien. Puis au fur et à mesure, on cale. Donc, on le voyait quand on faisait les premiers entraînements. Au bout de 3 heures, on ne pouvait plus rien faire. C'était fini, on n'avait plus d'idées. Puis après, à force de s'entraîner, on arrive à faire 4 heures de manière correcte, puis 5 heures. Le but, c'est de faire 6 heures à la fin. Bon, ça demande un peu de préparation quand même. Ouais, mais du coup, avec une stimulation intellectuelle comme ça, sur les examens, c'est pas trop étonnant de faire une erreur de table de multiplication à un moment donné, quoi. Ouais, ça, c'était... Oui, ça arrive. Et pour les oraux aussi, c'est long, parce qu'en fait, les oraux, ils durent 1 heure à peu près. On a à la fin de l'année, on a 3 oraux différents qui durent 1 heure. Il faut parler pendant 1 heure. Oui, sauf que après, c'est une... Oui, c'est une... Là, on va parler pendant 45 minutes, donc ça va, mais surtout qu'en fait, il y a 3 heures de préparation à l'avance. Donc, pendant 3 heures, on prépare ce qu'on va dire à l'oral. Donc, j'ai un oral sur telle thématique, je prépare tout ce que je vais dire. J'ai des choses que je vais apprendre par cœur avant, que je présente comme ça directement. Puis après, le jury pose des questions, donc il faut savoir interagir. Et c'est là que je me suis trompé sur une table de multiplication à la fin de mon année. Pas étonnant. Ah bah d'accord, on n'imaginait pas voilà, que les études en mathématiques, ça se passe de cette façon-là. Et après, j'ai dit ça, mais l'agrégation, ça existe dans quasiment tous les domaines, et ils ont tous des écrits monstrueux comme ça. Oui, mais justement, on a plus l'habitude de savoir... Enfin, moi, j'ai plus d'informations sur les matières littéraires, dont on parle plus au niveau de l'agrégation que des mathématiques. C'est vrai qu'on parle moins des mathématiques en général, parce que ça fait peur à beaucoup de monde, les mathématiques. Il y a pas mal de stéréotypes qui sont liés aux mathématiques. Oui, en plus, on retrouve des... En fait, ça vient probablement de la manière dont on enseigne les maths dès les classes de primaire. En fait, on remarque déjà qu'on demande d'apprendre les tables de multiplication par cœur. Ouais. Alors, ça sert à rien. Je me trompe dans les tables de multiplication, moi, j'arrive à faire des maths. Donc, ça sert à... Faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je suis bon en calcul. Alors, on n'est pas là pour résoudre ce problème, mais la question vraiment que ça soulève dès qu'on parle de mathématiques, c'est comment enseigner les mathématiques pour qu'il n'y ait plus tous ces stéréotypes qui soient liés et toutes ces peurs des mathématiques, quoi. Donc déjà, ça dépend de ce qu'on veut faire en mathématiques, mais déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que dans la plupart des articles de maths, et même plus on avance dans les maths, il y a de moins en moins de nombres qui apparaissent. À la fin, c'est que de l'anglais, parce qu'on écrit en anglais, mais donc c'est presque que du texte, quelques équations, mais il y a très peu de nombres qui apparaissent. Donc, en fait, se focaliser essentiellement sur table de multiplication, table d'addition, apprendre par cœur, ça sert, mais ça sert pas. C'est pas que ça, les maths. En fait, ce qui est intéressant dans les maths, c'est de résoudre des problèmes. C'est ça le raisonnement. C'est ça. Ouais. J'ai un problème d'une baignoire qui fuit, ce qu'on donne à chaque fois au petit. J'ai dans une urne, j'ai des boules de telle ou telle couleur, quelle est la probabilité. Ça, c'est vraiment plus proche des maths qu'on peut retrouver plus tard. Et en fait, c'est beaucoup plus stimulant pour des jeunes, des enfants, d'avoir la gratification de résoudre des problèmes. Je pense que c'est difficile à comprendre parce que même à l'école, moi j'ai des enfants et donc j'ai vu les leçons, les enseignants appuient beaucoup sur le fait qu'il faut travailler beaucoup plus le raisonnement, mais les enfants ont tendance à vouloir s'intéresser aux chiffres et à bâcler la partie raisonnement parce que dans leur tête, forcément, les mathématiques, c'est des chiffres et c'est le résultat qui compte et pas le raisonnement, quoi. C'est parce qu'on commence à faire des maths en comptant sur les doigts, donc on a vraiment une approche très arithmétique des mathématiques, on fait des calculs, et en plus on se dit, dans mon raisonnement, si on me donne des nombres au début dans l'énoncé, qu'à la fin je sors le bon résultat, qui est souvent un nombre quand même, c'est bon en fait, ça suffit. J'ai pas compris ce que j'ai fait, mais j'ai fait mes calculs et tout va bien, j'ai trouvé le résultat, donc c'est bon, j'ai tout compris, je peux rentrer chez moi. En fait, finalement, c'est pas ça le plus intéressant dans les maths, c'est pas de trouver un nombre à la fin, ou de trouver, c'est le raisonnement, la manière dont on réfléchit, qui peut donc s'appliquer à des domaines divers et variés, comme je le disais tout à l'heure.
Ouais, faudrait changer un peu les idées reçues sur les maths. Oui, en plus, oui. Enfin, on remarque aussi qu'en maths, on remarque statistiquement que les filles n'aiment pas les maths. Enfin, moins les maths que les garçons. Donc, on ne sait pas trop d'où ça vient. Enfin, si, on sait un peu d'où ça vient. Oui, c'est le c'est bon, formatage c'est ça. social. Mais on le remarque que ça arrive dès l'école primaire. Il y a déjà une différence entre filles et garçons. Puis ça avance petit à petit au lycée. Dans les filières scientifiques, on a des filles scientifiques et des garçons scientifiques. On remarque que même là, les filles aiment moins les maths. Si elles peuvent choisir des Ouais. options, elles vont enlever les maths en priorité par rapport à la biologie, par exemple. Et puis ça continue à chaque fois. En master, on retrouve encore des filles qui sont tout à fait compétentes en maths. Il n'y a pas de raison que les femmes soient moins fortes que les hommes en maths. Et au fur et à mesure, je vois, il y a comme plusieurs plafonds de verre finalement qui font qu'elles disparaissent. Et à la fin, en maths, on se trouve. Et nous, à MIPA, on n'est que des hommes, par exemple. Oui. Il y a Oui, beaucoup oui. plus d'hommes Et largement. oui, oui, oui. Bah, je me souviens avoir dû organiser des HDR en mathématiques et la parité du jury, c'est impossible à respecter en mathématiques. Oui, c'est très compliqué. En plus, ça a un effet pervers. Ces jurys qui doivent contenir au moins une femme, c'est qu'en fait, les rares femmes qui sont dans le domaine sont sursollicitées pour être membres de jury. Tout le monde leur demande, tu veux être jury de thèse, jury d'HDR, etc. Finalement, c'est pas une solution. Pour elles, celles qui sont là, elles en souffrent aussi finalement d'avoir moins de femmes. Quand je dis moins de femmes, on parle d'ordre de 90% d'hommes, 10% de femmes, ce genre de choses. 85-15 ou 80-20. C'est énorme l'écart. Oui. Oui, mais bon, ça vient aussi. Alors, juste une petite digression. On avait fait un atelier à la fête de la science, je crois que c'était pour la fête de la science, qui était sur le cerveau des filles et le cerveau des garçons, donc avec une biologiste, avec Patrizia Giannoni, qui est maître de conférence en biologie, et on avait vu que les enfants étaient persuadés que les cerveaux n'étaient pas les mêmes. Donc, voilà. Donc, si ça existe chez les enfants, c'est que ça vient aussi des parents, et du coup, ça se transmet, et je pense que c'est aussi lié à ça. Le fait que les filles puissent se dire qu'elles n'auront pas les mêmes compétences pour les mathématiques que les garçons, quoi. Il y a cette idée-là. L'écart se réduit petit à petit. J'ai vu qu'en maths, si on continue à ce rythme-là, on devrait arriver à la parité en 2350, quelque chose. Oula, d'accord. Donc on n'avance pas très vite. Non, mais ça va s'accélérer. Oui. Normalement, oui. Ok, donc on va passer à notre rubrique suivante, qui est la rubrique des questions gênantes. Alors, je vais te laisser lancer le dé, puisque tu as vu les éditions précédentes des Vendredis de la Recherche. Donc, tu sais qu'il faut lancer le dé, et tu sais qu'après, il faut piocher, et que si jamais tu ne peux pas répondre, ou que tu n'as pas envie de répondre, tu peux utiliser le joker. Tu peux nous montrer le joker. Donc là, il y a 2 questions. 2 questions, ça devrait aller quand Alors, même. je mélange un petit peu quand même, parce que voilà, il faut bien mélanger. Et je te laisse prendre la première question. Hop. Si tu devais retenir un seul objectif de carrière, lequel serait-il ? Alors ça, c'est intéressant en début de carrière d'enseignant-chercheur, justement. Qu'est-ce que tu attends ? Ça veut dire aussi qu'est-ce que tu attends de cette carrière d'enseignant-chercheur ? Ou carrière, ça veut dire voir ton métier à long terme. Qu'est-ce que tu attendrais de ce métier-là ? C'est intéressant aussi pour les jeunes de voir qu'est-ce qu'on peut, au début où on commence dans ce métier-là, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce métier d'enseignant-chercheur en mathématiques ? Alors, moi, donc, j'ai toujours bien aimé les mathématiques. Chercher en mathématiques, c'est quelque chose qui me plaît. Faire ça tous les jours pendant ma carrière, ça ne me pose pas de problème. Mais par contre, ce qui serait intéressant, c'est au fur et à mesure s'élargir toujours dans les mathématiques, mais chercher dans des nouveaux domaines au fur et à mesure. Domaines un peu transverses au fur et à mesure. Là, j'avais parlé de calcul des variations, mais je peux petit à petit me décaler dans d'autres domaines qui sont proches, essayer de me renseigner sur d'autres domaines, et ça m'ouvrir petit à petit, toujours en mathématiques. Je ne vais pas faire de la biologie ou de la chimie demain, mais comme ça, petit à petit, mon objectif, ça serait d'avoir un panel assez large, finalement. Et tu préférerais aller vers de la recherche plus appliquée ou plus fondamentale, ou c'est pas un choix entre les deux ? Je n'ai aucun problème à faire l'une ou l'autre. Les deux ont des avantages et des inconvénients. En recherche appliquée, on sent vraiment qu'on fait quelque chose de concret. On se rajoute peut-être de la motivation, on se dit là, je vois vraiment ce que je fais, ça, une application directe. C'était motivé par des gens qui avaient vraiment un problème, je réponds à leurs besoins, moi, pour avoir cet intérêt-là. Mais après, la recherche plus abstraite, fondamentale, c'est toujours très bien. C'est ce que j'ai toujours fait finalement, d'une certaine manière. Une certaine zone de confort de la recherche où j'ai mes équations, mes problèmes de minimisation que je résous, que je sais faire. Et petit à petit, je développe mon expertise là-dessus, ma théorie.
les deux, en fait. Et combiner les deux, faire un peu de l'un, un peu de l'autre, parce qu'on ne travaille pas toujours sur un seul sujet, 10 heures Oui. par jour sur le même sujet. On essaie un peu de varier. Oui, il peut y avoir des C'est projets ça. différents Ça, aussi, un avec ou des deux projets à collaborations. côté, Ouais. un projet qui avance plus lentement que l'autre, donc ça, on doit jongler un peu avec le rythme. Ça permet d'avoir différents sujets, peut-être certains plus appliqués, donc certains plus théoriques, pour toujours faire des choses un peu différentes. Parce que, évidemment, l'objectif, c'est quand même pas toujours faire exactement la même chose, mais au fur et à mesure progresser, trouver de nouvelles choses, de nouveaux domaines, pour essayer en fait, de rester motivé finalement le long de la carrière en mathématiques. Très bien, bonne réponse. Alors, une deuxième question. question, donc. Donne un inconvénient de ton métier. Ah. Un seul. Ça aussi. Pour l'instant, tu viens de commencer. Ouais, je viens de commencer, donc tu ne les vois pas tous en même c'est temps, ça. peut-être. Donc j'ai pas trop d'inconvénients. J'ai toujours travaillé avec des personnes, des collaborateurs très sympathiques, donc j'ai jamais eu de problème avec des collaborateurs où j'ai travaillé, donc ça ne serait pas un problème. Et côté enseignement? Enseignement, voilà, je commence à peine vraiment à avoir un vrai volume d'enseignement. Parce qu'en doctorat, on a à peu près 2-3 heures par semaine quand on est en doctorat d'enseignement, donc ça va. Là c'est 3 fois plus normalement, à peu près. Ah oui. Donc ça fait plus de cours préparés, plus de copies à corriger, plus de responsabilités, il faut participer à des jurys, donc ça prend un peu plus de temps, mais moi j'ai toujours bien aimé l'enseignement. C'est pas quelque chose qui me dérange, c'est juste que ça prend du temps, ça forcément. Ouais. Et c'est vrai qu'aussi en France, les enseignants-chercheurs, en tout cas en mathématiques, on enseigne plus qu'à l'étranger. On a une plus grosse part d'enseignement, Ouais. un plus gros volume que ceux à l'étranger. D'accord. Donc moins d'enseignement, donc plus de temps pour faire de la recherche, Oui, par ouais, exemple. ouais. Ça peut être un inconvénient. Et toi, tu as déjà été tenté par un séjour à l'étranger dans le cadre de ton J'ai cursus? fait un post-doctorat à l'étranger. Ah, d'accord. Donc après mon doctorat, j'ai fait une année de post-doctorat en Belgique, D'accord. à Louvain-la-Neuve, en Belgique. C'est très bien passé, sauf que là, en post-doctorat, j'avais pas du tout d'enseignement, par exemple. D'accord. Je Ah peux oui. faire que de la recherche, Ouais. ce qui change. Oui. Là, j'ai dû me remettre dans le même maintenant cette année, à reprendre des cours, parler devant des élèves en amphi. Et c'était 6 mois ton post-doctorat ou C'était 1 an. Un an. Après ma thèse ma thèse finit en août 2023, le contrat, donc j'ai enchaîné de septembre à août en Belgique, entre septembre 2023 et donc août 2024. Et donc, depuis septembre 2024, je suis maître de conférence ici à Nîmes. D'accord. Ok. Donc, ça serait l'inconvénient de ce métier-là. Pour toi, ce serait un peu cette concurrence entre l'enseignement et la recherche au niveau du temps, au niveau du planning. Pas se mentir, la plupart des enseignants-chercheurs, ce qu'ils veulent faire, c'est de la recherche. L'enseignement, ce serait secondaire finalement dans la motivation, même dans le cursus qu'on fait. Plupart, Faire oui. la thèse, Chez la plupart, c'est vrai ce qui que nous c'est motive, pas... c'est faire de la recherche. Et mais donc, j'en connais qui préfèrent l'enseignement aussi. C'est ça. C'est moins nombreux peut-être. J'ai aucun problème à faire l'enseignement, en plus ça permet de faire une coupure, c'est des choses. Oui, et puis parfois, au bout d'un moment, dans une carrière d'enseignant-chercheur, on peut aussi faire le lien entre les deux, c'est-à-dire en encadrant des masters, des doctorants. Là, nous, on n'a pas de master encore, peut-être qu'on en aura un jour en mathématiques, mais donc en fait, oui, le problème qu'ont beaucoup d'enseignants-chercheurs, c'est tout ce qu'on va devoir faire dans notre métier qui nous prend du temps sur la recherche. Il y a l'enseignement, mais il n'y a pas que l'enseignement. Il y a des tâches administratives, des jurys à superviser, des rapports à remplir, à écrire, tout ce genre de choses en fait qui nous fait perdre du temps sur ce qu'on aimerait bien faire comme projet de recherche. Ce serait ça un peu le défaut. Bon, après un autre défaut, si on veut me payer plus, je suis d'accord aussi. Oui, effectivement, ça peut être un autre défaut. Un bon point, ouais. Ok, très bien. Bon, merci pour ces deux réponses. On va passer à notre dernière rubrique, qui est la rubrique de la page blanche. Okay. Donc, le principe, c'est qu'on te laisse libre de dessiner, écrire, faire quelque chose qu'on gardera de ton passage dans les Vendredis de la Recherche et ton inspiration du moment sur tout ce qui est en lien autour de ton métier, ou pas même. Voilà, un principe. Je te laisse nous dessiner ça, et nous, c'est la surprise totale. Très bien. J'essaie un peu de décrire ce que j'expliquais sur mes domaines de recherche, parce que ça donne d'un point de vue un peu mathématique, ça ne peut pas être trop abstrait. Ça commence...
Ah oui, la fameuse feuille qui est Feuille. mince. qu'en général on appelle oméga en mathématiques. La feuille. On aime bien les lettres grecques. Ouais, C'est utile de maîtriser l'alphabet grec pour faire des maths. ouais. Ça nous sert en fait à avoir des constantes, des choses abstraites, mais on ne sait pas quel nom leur donner. Epsilon, alpha, oméga, c'est très pratique. Donc cette feuille-là, qui peut avoir donc une fracture, donc je disais. Il peut aussi avoir une partie plus élastique, donc. Et tout ça, donc, on travaille dessus. Donc, ce serait un problème de minimisation, donc je disais. On cherche la plus petite valeur. Et en maths, ça, c'est peut-être là. L'intégrale sur oméga. Ceux qui font un peu de maths, ils peuvent voir ce que c'est. L'intégrale sur oméga. D'accord. L'intégrale, c'est à calculer finalement des aires, des volumes, des différentes tailles. Bon, Ouais. donc sur cette feuille oméga, je calcule certaines choses qui dépendraient donc de l'endroit où je suis sur oméga, de ma solution qui va me dire est-ce qu'il y a une fracture ou pas. Donc, fonction qui servira à décrire s'il y a une fracture, s'il y a quelque chose d'élastique ou pas, qui dépend donc évidemment du point où je suis et de ces variations elles-mêmes. Est-ce que c'est penché ou pas? Est-ce que c'est tordu? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un saut brutal? Pour une fracture, évidemment, si c'est cassé, il va y avoir un saut. C'est élastique, ça se tend de manière un peu plus uniforme, un peu plus lisse, tout se passe bien. Et donc ça, souvent, cette tête-là, sur un certain ensemble de déformations qu'on appelle déformations admissibles, c'est-à-dire qu'est-ce qui est possible d'arriver ou pas. Si j'ai un accident de voiture avec mon pare-choc à un coup, et évidemment, il ne va pas s'enrouler sur lui-même, c'est pas ça qui va se passer, on le sait, donc ça, il ne va pas disparaître non plus, il ne va pas exploser, donc on sait qu'il y a des choses qui sont possibles ou pas, sur un ensemble. Ça, c'est quoi? C'est SM qui veut dire ensemble, c'est ça? J'écris le mot ensemble sur un ensemble. Ah, sur un ensemble, pardon, j'avais pas bien vu. Sur un ensemble, et en général, cet ensemble. Là, cette tête-là, donc, c'est quelque chose de complètement horrible pour ceux qui ne font pas des maths. C'est la définition de l'ensemble, ça? Enfin, c'est un ensemble très connu, très utile en maths, en calcul des variations, qui s'appelle les ensembles de Sobolev, mathématicien russe qui s'appelait Sobolev, qui servent justement en fait à résoudre des problèmes pour lesquels on avait du mal à les résoudre de manière très concrète, très réelle. En fait, on cherchait à résoudre ces problèmes, on se disait ok, je veux minimiser quelque chose, et si je minimisais, et à chaque fois on sortait de l'ensemble de nos champs des possibles finalement. Donc on a trouvé un ensemble plus gros qui est en fait un ensemble théorique qui nous permet de dire ok, là-dedans on est sûr qu'on va trouver une solution là-dedans, et après le jeu c'est de savoir j'ai une solution là-dedans qui est abstraite, est-ce qu'en fait c'est pas une solution qui a un sens vraiment physique, c'est comme une espèce de référence en fait, c'est ça? Un gros ensemble, entre plein de choses dedans, qui est énorme. D'accord, ok. Dedans on se dit ok, maintenant je sais que j'ai une solution qui est là-dedans pour ma déformation, pour ma fracture, est-ce que ça c'est vraiment quelque chose d'abstrait, ou finalement on peut prouver que c'est un peu plus que ça, un peu plus régulier, est-ce que c'est quelque chose de vraiment concret ou pas? En général, on ne sait pas dire grand-chose, mais c'est un peu l'idée derrière ça. D'accord. Oui, on peut, bien sûr. Alors, comme celle-là. Celle-ci, voilà. Juste dessiner une patate qui s'appelle oméga. Alors, ça pose une problématique, une question, en fait, ça. Ça, c'est une question, en fait. Mais ce qui est super, c'est d'avoir la traduction. Je trouve la traduction des mathématiques, c'est la première fois que j'ai de la traduction de langage mathématique. C'est vraiment comme une mais les mathématiques, traduction de langage, directement, quoi. C'est un langage, les mathématiques. C'est comme une langue étrangère. Certains savent la parler, d'autres pas. Oui, c'est ça. Oui. Et là, tu as fait de la traduction simultanée, en fait. C'est ça. Donc c'est très rare d'avoir ça. D'habitude, on voit ce qui n'est pas compréhensible, mais on se dit que c'est pas du tout compréhensible, et on a l'image que ce n'est pas du tout accessible. Mais la façon dont tu en parles, on comprend évidemment, on ne maîtrise pas tout, mais on comprend que c'est le résultat d'une logique, et que c'est un langage propre, et donc que c'est forcément quelque part accessible, quoi. Ce n'est pas c'est le principe de cette émission, de montrer que les chercheurs font des choses qui ne sont pas extraordinaires d'un point de vue surnaturel, mais que ce sont des choses qui sont accessibles par des études, par du travail, par de l'expérimentation, et que voilà, donc ce sont des métiers qui sont accessibles. Complètement. Très bien.
Eh ben, merci beaucoup d'avoir Merci pour participé à l'invitation. l'émission. On a Merci. appris beaucoup. Merci. Je vous souhaite tous une bonne journée et je vous dis à un prochain vendredi de la recherche.